140 ans de division, de partage, 140 ans de frontières imposées. Il y a 140 ans, 14 États se réunissaient, loin de nous, pour se partager un gâteau selon leurs intérêts. Ce gâteau, c'était l'Afrique, c'était nous. La conférence de Berlin 1885, c'était hier. Aujourd'hui, 140 ans après, la conférence Mansa 2025. Année zéro de la réunification, pour une vision et des projets communs pour la transformation. 2025, des millions d'Africains engagés. Ces Africains, c'est vous, c'est nous. Une nouvelle page se dessine, une page d'unité et de souveraineté. Venez l'écrire avec nous à Lomé du 26 au 28 juin 2025. Pour être de la partie, sur place ou en ligne, inscrivez-vous sur notre site mansa.com. Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux du continent. Ce soir, nous posons les projecteurs sur un pays dont la décision radicale a surpris. Il s'agit bien évidemment du Mali. Le 13 mai dernier, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a dissous par décret l'ensemble des partis politiques du pays. 97 formations interdites d'activité, plus de vie partisane autorisée, plus de débats publics encadrés. Cette mesure intervient quelques jours seulement après une manifestation pacifique organisée par ces mêmes partis à Bamako pour réclamer un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Pour les autorités de transition, il s'agit là d'une occasion de réorganiser le paysage politique et de préserver l'unité nationale. Pour de nombreuses voix au Mali et à l'étranger, il s'agit d'un coup de force, d'une dérive autoritaire inquiétante. Pourquoi cette décision et pourquoi maintenant ? S'agit-il d'un enterrement de la démocratie malienne ? Quelle est la stratégie du pouvoir militaire derrière ce geste fort ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir. Et pour cela, je suis entourée de Basten Moubamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique et vous avez un regard porté notamment sur l'Afrique centrale et le Nigeria. En face à vous ce soir, Makalan Gebla, bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne et défenseur des droits. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Revenons à cette date, le 13 mai. Je le disais en introduction, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, publie donc ce décret qui permet de dissoudre les partis politiques du pays. Il s'agit de 97. Basten, selon cette mesure, le gouvernement vise à préserver l'unité nationale, renforcer la cohésion. Est-ce que ce n'est pas finalement ce pluralisme qui garantit tout cela, l'unité de l'État ? Oui, mais en fait, l'unité de l'État, effectivement, peut être préservée dans un régime d'exception. C'est-à-dire que quand on regarde un peu, effectivement, l'actualité malienne, on a bien conscience, effectivement, des enjeux auxquels le Mali est censé faire face et auxquels le Mali fait face ces dernières années. Depuis l'accession effectivement des militaires au pouvoir, depuis l'accession de M. Assimi Goïta, en gros des 5 colonels maliens, on voit bien effectivement que, la sécurité au Mali est en train de regagner lentement mais sûrement, le cœur des Maliens. Donc il faut, avant effectivement de juger soit pour ou contre la dissolution des partis, qui est aussi une catastrophe quand on voit un peu ce à quoi ça peut mener dans certains autres pays, mais au Mali particulièrement, vu le contexte géopolitique, vu les défis auxquels le Mali est censé faire face maintenant, on peut essayer de comprendre le pourquoi. Et d'ailleurs, le peuple malien semble tout à fait unanime quant à l'idée effectivement de permettre à ce que, cette possibilité soit envisagée peut-être pour une courte période. On ne sait pas, peut-être pas indéfiniment, mais
au moins pour On une va courte essayer de période. comprendre justement à quoi répond cette dissolution dans un instant. Makaïla, d'abord une réaction peut-être. Quelle a été la vôtre? Quelle lecture vous faites de cette dissolution? Bien, écoutez, nous ne sommes pas surpris que la junte au pouvoir au Mali en arrive à ces points de vue jusqu'à la dissolution effectivement des partis politiques. En fait, c'est l'indicateur le plus déterminant dans un espace politique pour un pays, c'est effectivement le pluralisme politique. On a assisté ces derniers temps à un espace de plus en plus verrouillé par un pouvoir militaire. Et il a dit, Bastien tout à l'heure, qu'on assiste depuis un certain temps au Sahel, le retour massif des régimes militaires. Et ces régimes militaires sont hostiles effectivement à un pluralisme politique, à l'éclosion de la démocratie et même effectivement à une société civile dynamique. Et donc le 13 mai, c'est ça en fait, le 13 mai, les autorités maliennes ont décidé effectivement, parce qu'il y a eu une réaction de la société civile, de l'opinion et même de tous les segments de la vie politique qui réclament le retour à l'ordre constitutionnel, parce que les gens ont estimé que la transition était longue. Et que face à cette transition qui était longue, on assiste même à des dérives autocratiques, arrestation de militants associatifs, des journalistes qui ont disparu et des politiques qui sont en exil. Et donc, face à cette situation, des voix se sont levées, que ce soit à l'intérieur du Mali ou bien à l'international, pour dire qu'il trop c'est trop et qu'il faut absolument l'ouverture réelle de la démocratie au Mali. Et donc, nous assistons malheureusement à ce qu'on appelle le régime à l'ordre constitutionnel, sous le régime de Moussa Traoré, que les Maliens eux-mêmes ont renversé. Et qu'aujourd'hui, nous assistons aussi, malheureusement, à une série de coups d'État au Mali. Et cette situation ne peut pas durer. Donc, la raison invoquée, ou bien l'alibi développé par l'agent militaire, pour nous, qui sommes observateurs pointus et éclairés de la scène politique malienne, c'est inapproprié. Donc justement, le gouvernement de transition parle de désorganisation des partis, de corruption. Je voudrais d'abord vous faire réagir sur un terme que vous avez évoqué. On parle beaucoup de démocratie. Et je voudrais qu'on s'intéresse au visage de la démocratie, justement, dans le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Vous évoquiez ces pays du Sahel dont les chefs d'État sont des militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est antinomique un pays sans partis politiques divers et variés et un régime démocratique? Alors, oui, mais en fait, on a, en termes de démocratie, effectivement, on peut considérer que, disons, le pluralisme politique ne vient pas simplement du fait que l'on ait des partis politiques dans un pays. Le pluralisme aussi peut arriver du fait qu'il y ait, effectivement, une liberté d'expression, une liberté de circulation, une liberté d'association. C'est autant de critères qui peuvent effectivement nous permettre d'analyser la démocratie. Mais au-delà de ça, ce que l'on constate, c'est quoi? C'est qu'il y a des voix discordantes, il y a des voix dissonantes. On a l'ancien Premier ministre Choguel Maïga qui, effectivement, au terme, disons, de son magistère de Premier ministre, a pu faire des sorties quand même très critiques contre, en fait, disons, contre les autorités maliennes. Donc on voit bien effectivement qu'il peut exister dans cet environnement hostile, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu effectivement la situation des États du Sahel, par exemple, vous parlez du Niger, du Burkina Faso ou même du Mali, on voit que ces États sont en train effectivement de voguer un peu vers l'inconnu. Parce que ce sont des États non seulement qui ont été un peu exclus du concert des nations. On voit par exemple que dans le cadre effectivement du sommet de l'Union africaine, ces trois États-là n'ont pas été invités. Voilà, donc ce sont des États qui vivent dans un environnement qui leur est hostile parce qu'ils font face à tout type d'attaques. Mais qui se complaisent aussi finalement. On le voit, aujourd'hui, il y a des étapes de franchie. Il y a eu donc la confédération de l'Alliance des États du Sahel qui a été actée. Là, on parle récemment d'un hymne qui a été présenté. Donc, on voit quand même qu'il se... Des passeports aussi. Voilà, il y a le passeport de cet espace-là. Finalement, ils se complaisent également. Mais non, mais enfin, on ne peut pas parler de complaisance parce que c'est une situation quand même, disons, regrettable de voir que des États qui ont eu toujours de très bonnes relations avec leurs voisins de la CEDEAO finissent par se retrouver effectivement un peu esselés. Et cela aussi peut en dire long sur, disons, l'avenir même, disons, de la géopolitique africaine. C'est une décision qui leur revient. Quand je parle de complaisance, justement, c'est une décision de leur propre chef qui va dans le sens de la souveraineté qu'ils veulent asseoir. Effectivement. Donc, ils sont en zone hostile, mais finalement, ils prennent leur propre décision. Ils prennent leur destin en main, et c'est là tout simplement un rappel, disons, à la Charte de l'Atlantique qui voulait bien effectivement
que chaque peuple ait le droit de se gouverner soi-même. Et je pense effectivement qu'en ce qui concerne ces 3 États, l'avenir nous le dira peut-être, hein, s'ils ont eu tort ou raison, mais pour le moment, la dissolution des partis qui est effectivement, antinomique avec les valeurs, républicaines auxquelles, les Maliens peuvent aspirer, est peut-être aussi une mauvaise nouvelle dans la mesure où, effectivement, le sens même de ce qu'un parti politique peut représenter à l'échelle d'une nation, c'est aussi le lieu de construction d'un projet politique. Et je pense que du fait de la dissolution de ces partis, c'est aussi une offre politique, hein, qui, manifestement, en vient à être limitée. Makaïla, si on grossit le trait, finalement, on a l'impression quand la dissolution de ces partis, elle ressemble à un prétexte classique pour un chef d'État qui a envie d'asseoir son autorité et éliminer l'opposition. Est-ce qu'on peut faire ce raccourci Mais moi, j'interprète ça. Justement, j'interprète ça comme des mesures liberticides, hein, visant effectivement à refermer effectivement l'espace civique et politique à l'encontre de l'opposition, de la société civile et de toute voix discordante et dissonante. L'a évoqué tout à l'heure à Bastien, c'est qu'aujourd'hui, les militaires ont toujours eu des rapports très difficiles avec la société civile, très difficiles avec l'opposition démocratique et très difficiles avec les citoyens en général. Au Mali, depuis un certain temps, c'est ce que nous avons observé. Une figure emblématique comme Imam Dicko, qui rentrait d'Algérie, a été refoulé des aéroports de Bamako. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une figure respectée et une des personnes mobilisatrices, effectivement, des masses. Et donc, cet acte, moi, j'ai interprété comme quoi un acte très difficile à l'encontre et hostile à l'encontre de toute voix et de toute personne qui pense jeter un regard croisé sur la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance du régime. Et les régimes militaires ont été souvent des régimes autoritaires. Et donc moi je pense que complètement on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle l'incinération totale de l'activité politique au Mali. Et c'est un signal fort qu'on envoie en direction effectivement de voix de l'opposition interne, mais également des partenaires au développement. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, le Mali, dans un choix stratégique, est en train de s'isoler. Et cet isolement est extrêmement dangereux. On ne peut pas, si on veut appartenir au concert des nations, on ne peut pas vouloir tout à fait verrouiller l'espace civique et politique à des adversaires politiques. Donc moi je pense que la junte militaire au Mali, au même titre que la junte militaire au Burkina Faso et au Sahel en général, sont en train d'aller vers un bras de fer, non seulement avec l'opposition interne, mais un bras de fer avec l'ensemble de la communauté internationale. Et nous qui sommes les observateurs de ces scènes en Finalement, on a le sentiment que le Mali, comme les autres pays de l'AES, se détournent aussi de cette communauté internationale. Ils n'attendent pas finalement... Justement, ils se détournent, tout à fait. Effectivement, c'est un choix extrêmement dangereux. On l'a vu aussi l'année dernière en se retirant de l'Organisation internationale de la francophonie. Ce sont des pas symboliques, mais finalement, le Mali le dit haut et fort. Mais ils le font sans le peuple. C'est ça en fait, c'est un choix qui est impopulaire, un choix stratégique impopulaire. Quand vous faites un tel choix de sortie de l'OIF, on l'avait dit, de sortir également de toute structure, parce qu'en fait on reprochait quelque part, on mettait en exergue Paris, parce qu'on estime qu'on est en conflit avec la France, et donc on doit quitter toutes les institutions qui sont censées être en fait pilotées par Paris. Donc la CEDEAO, l'OIF et d'autres, ainsi de suite. Et donc la condamnation ou bien la suspension de l'Union africaine atteste, on accuse aussi l'Union africaine, qui est une structure continentale, d'être pilotée depuis Bruxelles, depuis Paris. Donc en tout cas, moi je suis par ses financements notamment. Justement, moi je suis pas dans une logique de rupture totale. Moi je suis dans une logique de discussion et de dialogue pour trouver et rapprocher les points de vue. Or, on a l'impression que ces États de l'AES en général sont dans une posture où aujourd'hui on défie tout le monde. Donc moi, je pense qu'il faut que les peuples soient associés dans cette dynamique. Or, on a l'impression que les peuples maliens, nigériens et burkinabés semblent être isolés, effectivement, par la terreur, d'ailleurs, par la répression, semblent être isolés dans leur logique, dans leur choix. Donc, le peuple est complètement atomisé aujourd'hui au Sahel. Quand vous voyez les rapports de la FIDH, moi j'ai assisté à ce qu'il y a un mois, j'ai assisté à un rapport publié en ligne, j'ai été associé même dans la réflexion par Zoom à la publication d'un rapport sur la répression au Sahel. Et ça m'a vraiment inquiété parce que ça m'a fait comprendre que des journalistes, des opposants, des ceux qui sont incarcérés dans ces pays-là sans que la communauté internationale ne mette un mot. Parce qu'on assiste à un silence total et à des arrestations arbitraires. Le cas des Bazoum est illustrant. Si on débat ici, parce qu'ils ont dit, écoutez, vous avez plus au Niger. Au Niger. Mais un chef d'État qui a été destitué, mais qui a arrêté.
Mais au Gabon, on en avait débattu. Au Gabon, Ali Bongo a été renversé, mais aujourd'hui, il a été libéré et il est en exil. Mais qui est le cas de Bazoum, se passe dans un huis clos total. Et moi, ça m'offusque de ne pas vraiment de m'abstenir, de ne pas me prononcer. Donc moi, j'appelle vraiment à la libération et j'appelle également effectivement à ce que cet espace soit de plus en plus déverrouillé pour permettre à ces opposants, à ces membres de la société civile et à ces journalistes effectivement d'émettre des opinions sur la marche ou non du système en place. Et cette société civile, justement, on l'a dit en introduction, mais elle s'est retrouvée dans la rue pour une manifestation pacifique à peu près 10 jours avant cette dissolution actée. Le fait que cette décision, elle intervienne après cette manifestation, qu'est-ce que ça traduit, Bastien? Est-ce que c'est un retour, une restriction à la vie démocratique? Qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture? Mais en fait, il y a eu une hantise également chez les autorités maliennes que toutes les activités politiques menées par des groupuscules politiques locaux sont pilotées par l'étranger. Makaïla, tu parlais effectivement de l'imam Aliko qui effectivement a séjourné pendant plusieurs mois en Algérie. On connaît tous effectivement les relations délétères que peut entretenir le Mali aujourd'hui avec l'Algérie. On connaît également, disons, la question épineuse, disons, des attaques djihadistes. On connaît effectivement les relations incestueuses, devenues incestueuses entre effectivement les États du Sahel et Alger, et même aussi Paris. Donc on voit bien effectivement qu'au-delà de tout ce qui peut être dit, il y a une question que l'on doit se poser. Que dit le droit international sur, disons, l'état d'exception ? Est-ce qu'un État a le droit, du fait de son actualité, du fait effectivement des agressions systématiques qu'il subit, a la capacité effectivement de rendre le droit muet dans certains contextes? Aujourd'hui, le droit est en train, manifestement, de sombrer dans une forme de mutisme. Pourquoi? Parce que la sécurité des Maliens, moi je pense que la sécurité des Maliens aujourd'hui n'existe qu'à Bamako, à proprement parler. Dès l'instant que l'on se dirige vers les campagnes, une fois que l'on monte vers le nord, la sécurité devient de moins en moins instable. Et les autorités maliennes, manifestement, n'ont pas la même mise en fait, sur l'ensemble du territoire dès l'instant qu'il y a des incursions djihadistes qui viennent de toutes parts. Donc ce que moi, en fait, je peux dire, c'est quoi? C'est que oui, démocratie, il faut que la démocratie existe, parce que c'est ce qui fait effectivement vivre, disons, les valeurs libérales d'un pays, et le Mali a vocation à demeurer effectivement dans le giron du libéralisme, mais à côté de ça aussi, on peut effectivement s'interroger s'il n'y a pas effectivement lieu peut-être de réfléchir, un peu comme l'ont fait les États-Unis durant l'état d'exception pendant... Bon, peu après, effectivement, les attaques du 11 septembre 2001, lorsque M. Bush a dû, effectivement, recourir à toute une série de lois liberticides qui ne se sont pas étendues dans le temps, mais qui ont permis, effectivement, de faire toute la lumière sur cette agression qu'avaient subi les États-Unis et à pourchasser aussi tous les ennemis de l'Amérique. Donc, aujourd'hui, on est peut-être face aussi à un même cas de figure. Les organisations humanitaires, les organisations de défense des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme parce que c'est leur rôle. Et on doit protéger les populations lorsqu'il y a des exactions qui sont commises par des agents publics des forces de sécurité et de défense. Mais par-delà cela, ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'il faut aussi s'interroger, peut-être aussi sur des solutions possibles. Lesquelles, par exemple? Mais en fait, il y a quoi? Il y a peut-être le fait que les États déjà de la CEDEAO puissent peut-être s'accorder sur quoi? Sur un moratoire. La CEDEAO, elle reste quand même dépassée depuis 2023. Elle a plus de champ d'action. On l'a vu notamment avec les États du Sahel. Est-ce qu'on peut espérer une médiation régionale quand on voit que le divorce, il est plus que consommé aujourd'hui entre l'AES et la CEDEAO, par exemple? Je voudrais rebondir par rapport à l'argument sécuritaire évoqué tout à l'heure par Bastien. En fait, sous le vocable argument sécurité, on a l'impression qu'il y a une répression silencieuse à l'encontre des voix discordantes au Mali, et que cette répression silencieuse a fait en sorte que les organisations dont tu parlais, je pense à Amnesty International et FIDH, Human Rights Watch, qui n'ont pas cessé effectivement de produire des déclarations, de produire des communiqués de presse, de produire des rapports
inquiétant sur cet état de fait. Et donc, au nom de la sécurité, qui depuis un certain temps, la preuve c'est que ces régimes sont depuis 2-3 ans qui n'ont pas réussi effectivement à mettre la sécurité à un niveau raisonnable. Ce qui veut dire que ces régimes sont effectivement eux aussi incapables d'assurer la sécurité parce qu'ils ont reproché à la France, à l'Union européenne, à leurs partenaires occidentaux d'être à l'origine effectivement d'un certain laxisme. Donc pour revenir sur la médiation dont vous avez évoqué avec la CEDEAO, effectivement même ils ont défié aussi la CEDEAO. Ces régimes n'écoutent plus la CEDEAO. Donc maintenant, la médiation de l'Union européenne n'a pas fait preuve d'actes forts. La médiation de l'Union africaine aussi, on n'a pas assisté. Et donc je ne sais pas comment on peut raisonner des régimes qui sont dans une logique de rupture totale avec la communauté internationale. Donc moi je pense qu'il est temps qu'à l'interne même de ces États-là, qu'il y ait des voix respectueuses. Ça, je m'inspire souvent, moi j'inspire un peu du Sénégal, parce qu'en fait au Sénégal il y a des autorités fortes, des autorités morales, des chefs religieux, que ce soit catholiques ou bien musulmans, celles-là, leur voix porte dans l'opinion publique, dans l'opinion politique. Donc il faut qu'au Mali, qu'au Niger, qu'au Burkina, qu'on essaye de voir comment trouver un cadre de discussion et de dialogue pour permettre effectivement de rapprocher les points de vue entre opposition démocratique, société civile et les acteurs politiques qui sont aujourd'hui les décideurs de ces pays-là. Donc moi je pense que la situation qui se passe actuellement au Mali est plus que jamais préoccupante de notre point de vue et il faut absolument que la junte sache raison garder et essayer d'ouvrir des discussions avec la mesure qu'ils ont adoptée, qu'ils ont actée pour faire disparaître complètement les partis politiques. Moi je pense que c'est des mesures la plus abjectes que la communauté internationale doit condamner avec plus de fermeté. Pour revenir justement vers cette dissolution des partis politiques, elle intervient dans un cadre où justement la population, par la société civile, demande un retour à l'ordre constitutionnel. C'était l'une des promesses d'Assimi Goïta lors de sa prise du pouvoir. C'est souvent ce qui est annoncé en général. Là, on est à plus 4 ans, plus 5 ans. 4 ans, voilà. 2021, ouais. En quoi la dissolution justement de ces partis, elle rend caduque cette promesse ? Elle rend caduque cette promesse tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement une forte pression qui est exercée sur le pays, tant en fait d'un point de vue, on va dire institutionnel ou même diplomatique, parce qu'on sait bien effectivement qu'un pays tel que le Mali, qui a ratifié des traités et des conventions, a vocation effectivement à respecter, ses engagements internationaux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a en réalité ? Moi, je veux que l'on s'apesantisse vraiment sur l'épineuse question, disons, du positionnement des autorités aujourd'hui. On voit bien que l'AES s'est davantage rapproché des pays de l'Est. On voit bien que nous avons des troupes de Wagner, qui... la Russie, la Turquie, la Chine, dans ces partenariats économiques la Chine qui essaie effectivement, de soutenir le Mali, parce que bien des États occidentaux ont tourné le dos au Mali. L'une des solutions auxquelles on pourrait penser, parce que c'est ce dont vous parliez, d'accord, à vous proposer effectivement, que l'on donne pêle-mêle quelques solutions possibles pour essayer de sortir de ce marasme-là. Les organisations internationales ont fait des recommandations. C'est une réalité, c'est leur travail. Mais dans la réalité des faits, que pensent les Maliens ? Parce que c'est aussi ça la démocratie. Est-ce que les Maliens aujourd'hui sont prêts à voir leur pays sombrer comme en 2012 ? Parce qu'en 2012, il y avait un pluralisme, il y avait une démocratie, on avait des élections qui ont été... On avait des élections récurrentes, etc. Mais le pays a été fracturé. Et il est passé même à quelques doigts de connaître en fait une sécession. Ouais. Donc aujourd'hui, on peut se dire, ok, d'accord, pour un temps, moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un moratoire. Un moratoire sur beaucoup de choses. Un moratoire peut-être aussi sur l'utilisation en fait des armes létales dans peut-être le contexte de la répression des manifestations démocratiques. On peut aussi penser à tout un tas de choses. Peut-être lâcher du lest quant à ce qui concerne effectivement la répression des journalistes. C'est autant de propositions possibles auxquelles on peut avoir affaire. Mais je pense que pour une question de souveraineté, il faut que l'on respecte cela aussi. La souveraineté des Maliens aujourd'hui, où se situe-t-elle ? Est-ce qu'elle se situe pour le moment dans le but, disons, de franchir ensemble cette étape et d'en sortir victorieux, ou bien on est dans une réflexion qui nous amène à défendre les valeurs démocratiques qui sont universelles et qui sont
un point positif dans l'histoire de l'humanité, mais qui manifestement, selon les contextes, peut aussi fragiliser davantage, disons, la gouverne malienne. Justement, Bastien soulevait la question des moratoire. C'est qu'en fait, les rapports de force entre les autorités maliennes avec le reste de la communauté internationale, c'était un rapport de force difficile et violent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moratoire dont tu évoquais devrait être en fait soulevé à l'époque où la MINUSMA était là. Or, le bras de force a opposé la junte militaire qui a demandé le départ des forces de la munition des Nations Unies du Mali. Pourquoi? Parce qu'en fait, les régimes en place reprochaient à ces forces multinationales d'être beaucoup plus complaisantes et sinon de vouloir vraiment être très proches effectivement des groupes identistes et des groupes indépendantistes du Nord. Donc, ces départs a laissé un grand vide. Les populations qui a été hostile effectivement au départ, la population malienne du Nord ou bien même de Bamako voulait que ces forces restent. Pourquoi? Parce qu'il faut un regard extérieur. Et ces regards extérieurs étaient bénéfiques dans une certaine mesure parce qu'en fait, on employait des Maliens qui travaillaient. Aujourd'hui, ces Maliens qui travaillent au sein de MINUSMA sont abandonnés à eux-mêmes et ces populations sont aussi effectivement délaissées par les pouvoirs centraux. Donc, le regard extérieur est complètement occulté des débats nationaux. Un moratoire peut être proposé en ce sens si la communauté internationale est représentée. Or, la communauté internationale aujourd'hui n'est plus l'interlocutrice des autorités maliennes. Mais est-ce que le Mali, comme les États du Sahel, ont besoin de cette communauté internationale? Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une solution africaine? Mais tu as raison, tu as raison. Parce encore une fois, quand on voit le cas de ces pays de l'Alliance des États du Sahel, ils sont dans une démarche souverainiste, une démarche de rupture avec ces États occidentaux, avec la communauté internationale au sens très large. Vous parliez de la MINUSMA, ça fait aussi partie des demandes, ce départ de la MINUSMA, des casques bleus. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution endogène? Est-ce que plutôt la solution crédible, elle ne serait pas intracontinentale? Mais c'est ce que nous avons voulu. On a voulu peut-être à travers les structures sous-régionales comme la CEDEAO, des structures régionales comme l'Union africaine, et même des voies même respectées si à l'époque... Des structures qui sont, selon les critiques des observateurs, souvent obsolètes dans ces... Le drame aujourd'hui, dans nos jours, ces 10 dernières années, on a constaté à l'époque, il y avait Nelson Mandela qui était là, qui était une figure respectée sur le continent et qu'on peut envoyer comme émissaire et qui peut être écoutée à différents niveaux. Aujourd'hui, ces personnalités fortes qui représentaient l'Afrique d'antan n'existent plus. Donc, en tout cas, des régimes autocratiques et militaires qui sont aujourd'hui, qui essaiment un peu partout sur le continent et notamment le Sahel, posent aussi un problème de légitimité populaire. Et donc, face à cette situation, est-ce que les dialogues est-il encore possible de mon point de vue? Difficile. Donc moi, je pense que ces genres de débats nous permettent, nous, en tant qu'observateurs du point de vue de Paris, d'apporter effectivement nos analyses et de proposer des solutions aux Maliens et aux Africains. Parce que nous sommes ici et nous avons deux regards. Un regard effectivement depuis la France, mais un regard également en tant qu'Africains qui sont hyper sensibles à la situation d'impasse. Et il a parlé d'immobilisme. Et cet immobilisme n'arrange personne. Les Maliens sortent de jour en jour. Moi, je suis souvent dans le métro, dans le transport. Là, cette logique de transition, elle est vraiment au point mort. Quand on voit cette dissolution des partis, on s'éloigne de plus en plus du calendrier électoral qui était promis lors de la prise du pouvoir. Non, mais enfin, moi, je pense qu'il faudrait vraiment que l'on sorte des préjugés. Parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces pays. C'est vrai qu'il peut y avoir, comme dans tout pays, d'accord, des violations des droits humains. D'accord, mais cela ne fait pas effectivement en sorte que l'on puisse considérer les États de l'Est comme des parias aujourd'hui sur la scène internationale. Ces pays viennent de très loin. Et ils essaient, avec leurs maigres moyens, leurs maigres capacités, d'accord, de relever la tête, de sortir la tête de l'eau pour pouvoir survivre dans un environnement international qui ne leur est pas, disons, facile. Voilà. Quand on regarde par exemple le cas, moi j'ai parlé à beaucoup de Maliens aujourd'hui qui en fait sont contents du travail de la transition des 5 colonels. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que... Les Maliens d'ici ou de là-bas? Les Maliens d'ici qui ont un regard effectivement sur, disons, la vie de leur pays et qui considèrent que la sécurité est en train de revenir petit à petit. Donc il y a des progressions, il y a des progrès, il y a effectivement des choses qui sont en train de se faire, mais moi je pointe le doigt davantage, non pas sur les autorités maliennes qui font ce qu'elles peuvent pour assurer effectivement, disons, une sécurité des populations, que des puissances occidentales qui ont complètement tourné le dos. Regardez un peu la plupart des ONG françaises qui assuraient le lien
avec, disons, les populations locales, aujourd'hui, la plupart d'entre elles, disons, ont en fait leur valise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions par rapport à ça. Moi, je voudrais vraiment qu'à l'échelle des États, que on connaît la pertinence et la force de la diplomatie française, que le langage diplomatique puisse prendre le relais. Parce qu'aujourd'hui, on est plus dans des considérations politiques qui nous éloignent en fait des réalités. Aujourd'hui, le peuple malien n'a besoin que d'une seule chose, c'est de disposer de son pays. C'est en fait de jouir librement de la circulation dans tout le territoire. Mais aujourd'hui, c'est grâce aux forces maliennes qui sont sur le terrain, qui essaient de se déployer avec l'aide bien sûr de certaines puissances telles que la Russie, pour essayer effectivement de tordre le cou aux djihadistes. Donc, on vient de loin, c'est un pays effectivement qui se relève, qui est en train de panser ses plaies, mais plutôt que de l'enfoncer davantage avec des problématiques qui sont certes très pertinentes, la démocratie c'est super, on veut bien vivre démocratiquement, mais si on vit démocratiquement avec, bien sûr, effectivement, l'idée que la démocratie peut fragiliser également le vivre ensemble, et bien là, à ce moment-là, ça ne peut pas passer. Je vais rapidement terminer, Soukaina. En France, par exemple, aujourd'hui, on a vu que le président Macron a organisé un conseil de sécurité pour lutter contre les frères musulmans. Mais on voit bien, effectivement, et il y a certains acteurs politiques qui considèrent que les islamistes, aujourd'hui, font de l'entrisme. Il y a même, aujourd'hui, des influenceurs d'origine maghrébine qui sont accusés ou soupçonnés d'entrisme. Est-ce qu'on en parle? Parce que tout simplement, on pointe le doigt à une problématique qui touche, d'accord, la société française à un niveau jamais égalé dans l'histoire. Donc il faudrait aussi que l'on comprenne que la démocratie dans un pays peut aussi devenir une affaire d'État. Et pour résoudre cela, ce n'est pas avec des passions politiques, mais c'est avec, bien sûr, un peu comme le suggérait Soukaina, soit à la méthode africaine, c'est-à-dire qu'on réunit des pairs, des personnes effectivement qui ont, disons, la vocation à traiter de ce genre de sujet pour trouver des solutions, soit effectivement, un peu comme le fait aujourd'hui, par exemple, le Cameroun, en faisant appel à l'expertise des Nations Unies dans le cadre effectivement de sa démocratie électorale pour trouver des solutions. Tout à fait. On va faire une courte pause. Merci Bastien, je vous laisserai la parole en retour de plateau. On prend une courte pause sur Vox Live, restez avec nous, on parle du Mali, on revient dans un instant. Et on évoquait à l'instant ces deux hypothèses, vous le disiez Bastien, la méthode camerounaise de tourner vers l'ONU, cette méthode intra-africaine. Makaïla, je vous voyais réagir, je vous laisse la parole. Non mais justement, je réagissais par rapport à ce que disait Bastien tout à l'heure, c'est qu'on le voit du constat que le Mali a expérimenté, Bastien, c'est ce qu'on appelle les régimes d'exception, donc les partis uniques. Partis uniques dans les années 60 jusqu'à 1990, ou des successions de régimes autoritaires, disparition d'opposants. On met un terme sur les années de plomb, comme on appelle les années de plomb de 90, avec l'éclosion de la démocratie de 90, donc la conférence de la Bolle, qui nous a permis aux Maliens effectivement d'expérimenter ce qu'on appelle la démocratie, donc le pluralisme politique et le multipartisme. Or, on a l'impression que, comme tu l'as su le dire, à l'allumage de ces débats, c'est qu'il y a eu des élections qui ont eu lieu successivement au Mali, avec Traoré, avec en fait, Keïta, etc., qui ont succédé à la tête des États par des voies de urnes. Or, on a l'impression que le coup d'État est venu mettre un terme effectivement à une logique démocratique. Et ce coup d'État qui est aujourd'hui expérimenté depuis 4 ans montre aussi ses limites. Ses limites, pourquoi? Parce qu'en fait, la question principale qui a été évoquée, soulevée par les auteurs ou bien les tenants de ces coups d'État, c'est que l'insécurité bat son plein et que le Mali prend sa souveraineté, son destin en main dans le but, effectivement, de sécuriser l'État. Or, on a l'impression que la prise de pouvoir de ces militaires aujourd'hui, après 4 ans, a montré également ses limites parce qu'en fait, les démocrates n'arrivent pas à s'exprimer, les forces progressistes n'arrivent pas à s'exprimer, la société civile n'arrive pas non plus, et qu'on assiste de plus en plus, effectivement, à des arrestations arbitraires, des détentions illégales, de ces voix discordantes et dissonantes de la société malienne. Donc aujourd'hui, le point culminant, c'est effectivement cette dissolution qui est aujourd'hui à l'origine des débats et qui refait surface et qui met le Mali encore au devant de la scène et de l'actualité. Donc nous pensons que
Les solutions envisagées tout à l'heure par Soukaina, une solution intra-africaine, intra-africaine, intra-malienne et endogène à l'Afrique, semble être aussi effectivement une voie à être explorée. Or, on a l'impression que ces voies à explorer sont aussi occultées par les terrains du pouvoir, donc les militaires eux-mêmes, qui ne sont pas dans une posture, dans une discussion avec les segments de la vie politique malienne, c'est-à-dire des oppositions, etc. Donc, cette répression qui continue inquiète les observateurs que nous sommes. Et donc, nous sommes là pour proposer des solutions. La solution peut venir effectivement des voix élitistes, des intellectuels africains, souciés de trouver une solution aux Maliens. Ça peut être des Sénégalais, des pays voisins comme référent. Le Sénégal, pour nous, en Afrique de l'Ouest et même en Afrique francophone, est un modèle de la démocratie. Et donc, pourquoi ne pas s'inspirer des voix endogènes sénégalaises? Je pense aussi. Est-ce qu'il y a un risque de tomber dans une sorte de démocrature militaire? On pense au Tchad, on pense au cas de l'Égypte, par exemple. Le colonel Assimi Goïta, il concentre quand même les pouvoirs depuis 2021. Est-ce qu'on bascule? Est-ce que ce serait grossier ou déplacé de parler de militarisation du pouvoir, de dérive autocratique, Basten? Non, mais moi, je ne pense pas cela. Moi, je considère que la dissolution des partis politiques aujourd'hui est un événement contextuel qui ne va pas effectivement perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que le Mali est un pays de longue tradition démocratique. Pourquoi alors avoir opté pour cette démarche-là? Mais non, mais c'est parce que dans tout État, on le voit même en fait, disons au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, on a la crise anglophone. Aujourd'hui, il y a un conflit armé dans cette partie du pays. Les organisations de défense des droits humains ont largement documenté, disons, toutes les atteintes aux droits humains que l'on peut en fait y trouver. Mais aujourd'hui, que dit l'État camerounais? Parce qu'il faut qu'on parle en termes d'État. Les États sont les sujets du droit international. Ça veut effectivement dire que dès l'instant qu'un État a ratifié une convention ou un traité, eh ben, il en devient lié en fait. Et il doit, du fait du respect de son engagement international, s'aligner sur, disons, sur la mouture du texte tel qu'il est effectivement énoncé. Ce que, en fait, je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas question de démocrature. Il n'est pas question, effectivement, de dictature. Il est question de transition politique. Aujourd'hui, le Mali est en train de passer, effectivement, d'une phase démocratique à une autre type de phase politique. Pas démocratique. Et pourquoi, en fait, je le dis, je m'en tiens à ça. Oui, on va vous laisser réagir juste après, Makaïla. Moi, je pense que M. Basten parce que vous essayez de dire que finalement, la forme de la démocratie qu'on entend dans d'autres États, elle n'est pas forcément applicable dans le cas du Mali. Et elle ne doit pas être jugée sur sa forme, mais plus sur son... Oui, mais moi, en fait... Les éléments de langage semblent poser problème à mon ami, aujourd'hui, à mon ami Basten, parce que... On va laisser finir juste Basten, on vous laisse conclure. Ce que moi, je ne veux pas, c'est qu'on tombe dans la facilité des jugements des valeurs, en fait. Parce qu'on a vu des États démocratiques qui, du fait de l'actualité difficile de leur pays, d'accord, ont eu effectivement à faire quoi? Ont eu effectivement à avoir affaire, effectivement, à des lois d'exception. La France, durant les Jeux Olympiques, a en fait quoi? A en fait, disons, expérimenté quoi? C'était, disons, le contrôle, la vidéo surveillance. Voilà, on a eu en fait aux États-Unis également, selon certains contextes, des autorités américaines qui ont fait de l'espionnage dans les données personnelles des Américains, etc. C'est autant de choses qui peuvent arriver dans un contexte particulier. C'est mauvais. Il faut laisser le Mali aller dans cette phase de test et expérimenter cette... C'est mauvais parce que ça limite les libertés démocratiques, mais ce que je veux effectivement dire, c'est que puisque c'est contextuel, essayons effectivement non pas de fragiliser la parole gouvernementale des autorités maliennes en les assimilant à des parias, parce que c'est ce qui se passe. Vous, Makaïla, vous parlez d'éléments du langage, mais lorsqu'il s'agit, par exemple, disons, de militaires tels que M. Oligui, qui renverse un chef d'État au Gabon, on parle effectivement de quoi? Est-ce qu'on parle de junte? Non. Mais voilà, on parle d'autre chose. Donc, ça veut dire qu'on a déjà des préjugés préétablis qui faussent effectivement le discours. Et c'est ce que les Maliens ne veulent plus entendre. Les Maliens veulent qu'on les considère à part égale, bien qu'ils aient fait un coup d'État, mais ce coup d'État-là était salutaire parce que cela a permis
à remonter Là aussi, les quand Maliens, on parle d'éléments de langage, on vous laisse répondre. Justement, dans ces cas aussi, là aussi, tel que M. Bastien l'évoque, c'est que les Maliens sont dans une posture de préjugés. Moi, je veux qu'on sorte du posture de préjugés que les Occidentaux avaient sur le Mali, etc. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, le cas qui est expliqué sur le cas du Cameroun, hein, c'est ça. Moi, je pense que le Cameroun ne peut pas être un modèle démocratique, donc loin de là. Et le Mali aussi a eu une transition, comme tu l'as dit, transition de régime d'exception, transition démocratique, retour encore à un régime d'exception. Non, on n'a pas parlé du Cameroun comme modèle démocratique, on de parlait l'État. de l'État et l'état de d'urgence ses dans lequel démarches d'avoir renoué mais c'est ça, non, en s'appuyant sur le Cameroun, je dis, le Cameroun ne peut pas être aussi une source d'inspiration, je veux dire. Donc, pour revenir sur le cas du Mali, la solution la plus immédiate, c'est que nous contestons aujourd'hui, Bastien, nous contestons la dissolution. Donc, est-ce que c'était opportun? C'est pas opportun de dissoudre les partis politiques si on est dans une logique d'ouverture. Or, la dissolution nous renvoie vers la fermeture d'un espace civil et politique qui est décrié par l'ensemble de la communauté internationale à laquelle toi-même, Bastien, tu appartiens de par ton parcours, de ton environnement naturel qui est les droits de l'homme. Donc nous sommes aussi ici aujourd'hui pour réfléchir comment trouver des voies et moyens pour aider les Maliens à s'en sortir de cette impasse. Parce que là, on assiste à une impasse. Une impasse parce qu'il n'y a pas de dialogue. Une impasse parce qu'il y a en fait des Maliens qui s'exilent. Une impasse parce qu'il y a des gens qui sont détenus illégalement pendant longtemps où le comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève souvent émet des avis et ces avis sont inaudibles du point de vue des Bamako. Donc nous pensons qu'un régime qui est militaire mais qui pense que dans l'obsession de diriger et de diriger dans la fermeté, moi je ne partage pas cette opinion. C'est pourquoi je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'agent militaire au pouvoir au Mali sache raison garder, ouvre des discussions, propose des solutions à la classe politique malienne et trouver des solutions pérennes pour sortir le Mali de cette impasse. Bastien, justement, quand dans l'équation, on a d'un côté ces prises de décision de l'État au pouvoir, donc les décisions impopulaires, et de l'autre côté, cette population et cette privation de liberté dans une certaine mesure, qu'est-ce qui prime finalement? L'une des responsabilités régaliennes d'un État, c'est d'assurer la sécurité de sa population. Et un État, effectivement, ne peut se concevoir que par le biais, de son existence sur un territoire donné. Les autorités maliennes ont essayé de faire pendant près de 4 ans ce qu'elles ont pu faire pour maintenir la cohésion du territoire malien et même aussi de lui donner une perspective internationale, bien que cet État soit de plus en plus isolé sur la scène internationale. Mais comment sortir de là? En toute objectivité, il faut comprendre en fait que les Maliens ne peuvent pas et ont décidé de ne plus collaborer avec, des puissances ou encore des États inamicaux. Ça veut dire que lorsque le Premier ministre Choguel Maïga, à la tribune effectivement des Nations Unies à New York, a dit effectivement que la France avait lâché l'État malien en plein vol. D'accord? C'est peut-être une métaphore, mais ça veut dire beaucoup de choses derrière. Ça veut dire qu'il y a un climat de confiance qui doit être rétabli. C'est en fait ce que je dis simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des fuites en avant, en disant que oui, d'accord, on a affaire à une junte ou bien à en fait une transition, etc., on ne va pas s'arrêter sur les mots. On doit dire effectivement que pour sortir l'État malien, parce que c'est le Mali fait partie de la communauté internationale. Et ce que je trouve désolant, c'est que du fait d'avoir été abandonné par, certaines puissances occidentales, le Mali se soit, corps et âme, retrouvé entre les mains de la Russie, de la Chine, de la Turquie, qui ne sont pas très regardants sur les droits humains. Donc, il faut peut-être que l'on revienne à une parole plutôt de confiance. Il faut que les États démocratiques occidentaux puissent davantage tendre la main, d'accord, à ce pays-là, plutôt que de tendre le bâton pour que le pays se fasse fouetter de diverses manières. Je partage. C'est un regard paternaliste qui est toujours porté là sur le Mali. Mais il y a un regard
paternaliste. Et c'est ce que les autorités maliennes aujourd'hui ne veulent plus. Que l'on soit au Burkina Faso, que l'on soit au Niger ou même ailleurs. On a vu récemment le Premier ministre Ousmane Sonko séjourner au Mali. On voit bien effectivement que les autorités maliennes sont de plus en plus enclines effectivement à écouter ce grand pays africain. On espère que de là peut-être viendra, disons, le calumet de la paix. Je partage en partie l'analyse de Bastien tout à l'heure sur le regard paternaliste, pour reprendre et paraphraser Soukaina. C'est que Paris a aussi quelque part déraillé dans sa logique, dans son logique de partenariat. Et nous essayons, Soukaina, d'essayer de dire dans la discussion avec les autorités françaises, que ce soit même au Quai d'Orsay, on essaie de leur dire dans leur dérive aussi dans le rapport avec l'Afrique. Ils ont eu certainement à un moment donné à consolider des pouvoirs impopulaires. Je pense au Burkina, je pense au Tchad, je pense à des régimes d'Afrique centrale où la France a fermé les yeux sur les exigences démocratiques. Et là, nous essayons en tant que société civile, en tant que journalistes indépendants et même des voix africaines, de dire les limites effectivement de la France sur les exigences des populations africaines. Aujourd'hui, c'est vrai, le Premier ministre malien avait dit aux assises de l'ONU que la France avait abandonné le Mali en plein vol. Et là, c'était regrettable. C'est le discours qui a un peu déplié à Macron et qui a réagi, etc. Donc, la France ne peut pas dédouaner certainement sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer actuellement au Mali. Le fait d'abandonner le Mali et que le Mali, comme tu l'as dit, se retrouve entre les mains des pays peu respectés également de ces exigences démocratiques. Donc, la situation est aujourd'hui plus que jamais alarmante à plus de niveaux. Donc, il faut absolument proposer des solutions. Et j'apprécie le ton avec lequel tu dis qu'il faut aller vers ces États. Il faut que ce soit Paris, Bruxelles, essayer de dire, écoutez, nous avons à un moment donné, je ne veux pas employer un mot un peu familier, il faut à un moment donné que les gens ici à Paris, à Bruxelles, essaient de faire un constat, une introspection en fait, de leur coopération avec ces États et d'aller faire ces États et de renouer les dialogues. Et c'est en renouant les dialogues qu'on pourrait peut-être exactement explorer des voies de moyens et des pistes de réflexion pour rapprocher les points de vue et trouver une solution idoine et sur le retour effectivement de la démocratie. Parce que là, en fait, la démocratie est au point mort dans ces pays-là. Si on en suit justement la logique malienne avec cette dissolution, à quelles autres étapes on peut s'attendre justement? Quelle hypothèse on peut évoquer, Bastien? En fait, on peut réfléchir effectivement peut-être déjà au fait que dans un premier temps, les activités de l'ambassade du Mali à Paris reprennent normalement. Ça marche. Voilà, parce qu'il fut un temps effectivement. C'est au Niger où c'est fermé. Au Mali, ça marche. Où en fait on a eu par exemple des Maliens, parce que j'ai rencontré plusieurs jeunes qui n'arrivaient plus effectivement à renouveler leur passeport parce que voilà, il y avait un trouble diplomatique entre, disons, le Mali et la France, et il n'y avait plus d'ambassadeurs, disons, maliens à Paris. Et ça a duré plusieurs mois. Donc ce genre de schéma, le Mali, effectivement, est l'un des pays fondateurs, en fait, disons, de la CEDEAO. Aujourd'hui, ce pays se voit exclu, disons, de cette organisation régionale. Le Mali a été l'un des premiers pays, effectivement, disons, à prôner les valeurs démocratiques. On se souvient bien, effectivement, du combat du premier président malien, Modibo Keïta, au sorti des indépendances, dans, en fait, le but, effectivement, de constituer ce qu'il souhaitait de tous ses voeux, les États-Unis d'Afrique. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et, effectivement, le Niger sont peut-être, effectivement, peut-être sur la mauvaise voie, disons, de la démocrature, en fait, un peu comme Soukaina le disait, en fait, à l'instant. Mais ce qu'il faudrait que l'on dise, c'est que ce n'est pas, effectivement, en stigmatisant des gens à longueur de journée, par le biais, effectivement, de communiqués de presse ou bien par médias interposés, qu'on va ramener de la sérénité dans les esprits. Aujourd'hui, il y a trop de passion qui s'exprime. Et aujourd'hui, les Maliens sont prêts, quoi qu'on en dise, effectivement, à tourner le dos à ce qui s'est fait par le passé. Et c'est leur droit d'exprimer leur souveraineté. Mais il faudrait que l'on puisse lui faire, disons, de la longue tradition républicaine et démocratique que les États occidentaux ont pu avoir tout au long de leur histoire. Il faut aussi qu'ils apprennent qu'il y a eu des moments dans leur histoire où ils ont tourné le dos à la communauté internationale. Makaïla, on parlait quoi? En fait, du plan Monroe aux États-Unis. Pendant près de 100 ans, les États-Unis n'ont pas voulu entendre parler, disons, d'un engagement quelconque sur la scène internationale. C'est parce qu'il y avait des exigences locales qui
qui demandait que le pays se concentre sur l'essentiel. Aujourd'hui, l'essentiel pour les Maliens, c'est quoi? C'est la sécurité, l'économie, le redressement du pays. Aujourd'hui, par exemple, au sein de l'AES, on a entendu récemment le discours de M. Traoré qui disait que désormais, on pouvait produire du blé au Burkina Faso. Qui l'eût cru? Aujourd'hui, ces États, avec leurs maigres moyens, essayent effectivement de faire fonctionner, disons, leur pays. Il y a aujourd'hui des raffineries d'or au Burkina Faso, alors qu'il y a encore quelques temps, ça n'existait pas. Donc voilà, il faut comprendre que d'un point de vue économique, ces États essaient effectivement de relever la tête. Maintenant, sur la question des droits humains, on est sans ignorer, et je m'ai lancé en fait une pique, je comprends bien effectivement que oui, il y a des violations qui ne peuvent pas rester tues dès l'instant qu'il y a des incarcérations arbitraires, dès l'instant qu'il y a un musulman de la presse, lorsqu'il y a des journalistes qui sont obligés de s'exiler parce qu'ils ne peuvent plus faire leur travail de manière correcte. On a M. Moussa Mara qui aujourd'hui est obligé de vivre sur les quais de Seine parce qu'il ne peut plus effectivement garantir sa sécurité sur le pays. C'est autant de problématiques aussi qui nous amènent à considérer qu'il faut que les Maliens puissent davantage considérer l'idée démocratique, non pas comme effectivement on va laisser répondre un soupçon, je termine rapidement, Soukaina, non pas comme un levier effectivement, disons, des autorités ou encore des puissances occidentales pour déstabiliser le pays, mais comme une norme que doit défendre un État pour que effectivement le pluralisme puisse régner dans le pays. Moi je pense que les avancées économiques ne doivent pas occulter effectivement le respect intégral des droits humains et des libertés publiques et individuelles. C'est ça en fait ma préoccupation. Aujourd'hui, on apprécie à sa juste valeur les réalisations faites à Ouagadougou, au Burkina, etc. On voit également qu'il y a un désaccord profond entre Orano et le Niger. Le Mali également est dans une tension permanente avec la France et avec la colère de la communauté internationale. Mais cet isolement, moi je pense que cet isolement milite en défaveur effectivement d'une cohésion de la sous-région, une cause et même des bien-être des populations maliennes qui, à un moment donné, dans le cas de mobilité et de circulation des personnes et des biens, il faut intégrer cela. C'est pourquoi je me dis, une rupture n'arrange personne, n'arrange ni les Occidentaux, n'arrange ni les Africains et l'autre. Nous, notre posture en tant qu'observateurs et analystes de ces contextes régionaux et sous-régionaux, notre posture c'est de faire en sorte de rapprocher les bancs de... Moi je vous dis, dans mes échanges, que ce soit avec les amis du Quai d'Orsay ou bien un peu partout à Bruxelles, à l'Union européenne et même à Genève où je suis souvent, j'évoque cette situation. J'ai dit un certain nombre avec un ton ferme, que les Africains en général réclament quoi? Plus de démocratie, la stabilité pour éviter qu'on entraîne dans cette loupe de ce qu'on appelle l'immigration suicidaire et irrégulière. Pourquoi? Parce que les conséquences de cette immigration suicidaire et irrégulière, c'est la stabilité et l'instabilité dans nos pays qui sont à l'origine de ces... Donc il faut absolument que nos partenaires au développement soient aussi regardants et respectueux de ces engagements. Et ces engagements et ces valeurs que tu as soulevées tout à l'heure, Bastien, méritent d'être évoqués. On ne peut pas vouloir dire qu'il y a en Occident respect des droits de l'homme, bien-être social, etc. Mais ailleurs, les gens ne sont pas regardants. Or, ailleurs, les gens sont peu exigeants sur les aspects démocratiques. Et donc, nous pensons que nous qui sommes partageantes ici et là-bas, on pense qu'effectivement, il faut qu'on essaie de dire un certain nombre de vérités à nos partenaires, mais également un certain nombre de vérités à nos frères africains qui, dans leur dérive, sont en train de compromettre la vie sociale de beaucoup des Africains. C'est pourquoi moi... Et on va proposer justement aux Maliens qui nous regardent, on est très regardés également au Mali, de nous donner également votre avis, votre ressenti sur la situation. Faites-nous vos retours, n'hésitez pas sur la situation. On suivra évidemment de près la suite de la situation au Mali. Quelle suite après cette décision de dissolution des partis politiques? On arrive au terme de cette émission. Merci Makaïla d'avoir été parmi nous. Basten, merci également de votre présence. À très vite sur Vox Live. Il y a 140 ans, à Berlin, ils ont décidé de notre sort sans nous. C'était en février 1885. Ils ont tracé des frontières sur nos terres, séparé nos familles, opposé nos peuples et tribus. 140 ans après, ces blessures sont encore ouvertes. Mais aujourd'hui, on a le choix. Je dirais même, nous n'avons pas d'autre choix que d'arrêter de subir. Nous devons construire, nous unir et avancer ensemble de manière concrète. Du 26 au 28 juin 2025, à Lomé, nous vous donnons rendez-vous pour transformer ce triste anniversaire
en nouveau départ. Ce combat, personne ne le mènera à notre place. C'est à nous de l'écrire, maintenant. Ne manque surtout pas cette opportunité. Rejoins-nous sur place ou en ligne en t'inscrivant sur notre site monsa.com.